C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona. Vous pouvez découvrir jusqu'au 16 mars 2020 au Centre Pompidou Christian Boltanski. Et cette expo s'intitule « Faire son temps ». On va en parler ce matin lorsqu'on visite cette expo qui finalement n'en est qu'une seule. C'est-à-dire que ce dernier étage du Centre Pompidou est totalement investi par l'expo de Boltanski. On a véritablement face à nous beaucoup de visages, beaucoup d'objets personnels, des films de paysages qui défilent, des jeux d'ombre, des jeux de lumière, des thèmes également, bien sûr, la mort. Ça semble être même une obsession. Le thème de la mémoire d'une personne souvent anonyme, et puis des boîtes de biscuits qui sont superposées, symbole peut-être d'un passé un peu oublié malheureusement. Et tout cela, eh bien, ne fait qu'un seul tout. C'est une œuvre totale. Et pour en parler ce matin précisément, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie d'Yitzhak Goldberg, qui est professeur émérite en histoire de l'art à l'université Saint-Étienne. Bonjour Yitzhak. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dites-nous un peu, c'est lourd, c'est un peu pesant cette atmosphère Boltanski. Moi, je l'ai senti autrement. Là, moi, je l'ai senti comme quelque chose de bouleversant. Bouleversant, je dirais pas qu'elle est lourde puisque effectivement l'atmosphère générale se situe plutôt de côté d'une forme de mélancolie, mais je dirais que les moyens employés par Boltanski ne sont jamais lourds. Si vous voulez, ce sont des éléments, qu'il s'agisse de photos, qu'il s'agisse de films, qu'il s'agisse de ces boîtes que vous avez mentionnées. Et on a l'impression que ces éléments sont distribués avec une scénographie extraordinaire, puisque vous avez parlé d'une seule œuvre. Oui. Effectivement, il me semble qu'on dirait que plus qu'une exposition, c'est en quelque sorte une œuvre d'art total, qui n'est pas très étonnant chez Boltanski, puisque il ne cherche pas de nouveaux matériaux. En fait, depuis 40 ou 50 ans, il utilise plus ou moins les mêmes éléments, qui sont des éléments, on va voir, de type universel, et avec lesquels il arrive à toucher tout le monde. Je reviendrai là-dessus. Et je pense que ce qui est frappant, que pour une fois, on oublie à un moment donné qu'on est à Beaubourg. Puisque on se perd dans cet espace, il n'y a pas vraiment, ce n'est pas une rétrospective parce qu'il n'y a pas vraiment un parcours ou trajet spécifique, sauf avec ces deux mots terribles, puisque au lieu d'entrée et sortie, c'est départ et arrivée, et les mots effectivement vous voyez ne sont pas une... Non. Vous voyez que c'est un petit peu pesant quand même quand on nous dit départ. C'est courant. C'est courant parce que pour moi, pesant renvoie à quelque chose qui n'a pas réussi. Si vous voulez, je pense qu'effectivement, c'est bouleversant, c'est quoi? Pesant, c'est plutôt de côté négatif, et je pense pas qu'il est pesant. Mais je comprends ce que vous dites. Vous voyez, on a le sentiment quand même que Boltanski veut retenir ce temps. Alors, il a fait son temps, mais c'est un peu en vain. C'est-à-dire qu'il veut qu'on n'oublie pas. Il veut lutter contre cet oubli du passé, d'une personne, quelle que soit cette personne d'ailleurs, parce que il y a des visages de gens anonymes. Alors, expliquez-nous bien qui est Boltanski. C'est un sculpteur, c'est un peintre, c'est un photographe. Qu'est-ce qu'il est finalement? Excellente question. La réponse est relativement simple puisqu'il y a un mot qui existe maintenant, c'est un plasticien. C'est un plasticien qui effectivement fait appel à toutes ces techniques, mais à la différence des artistes classiques, entre guillemets, ce n'est pas un virtuose. Les photos qu'il utilise, ce ne sont pas des photos qu'il a pris les mêmes ou très rarement, au moins au début. Il dessine très peu, il peint très peu. À l'entrée de l'exposition, il y a un tableau qui est d'ailleurs pour moi, encore une fois, assez extraordinaire, mais il a détruit sa peinte. On ne peut pas dire que c'est un sculpteur, même s'il y a des objets qu'il a créés au début avec des plastilines pour rappeler l'enfance. On a l'impression que c'est
avant tout un metteur en scène, un scénographe. Je pense que sa réussite, il a travaillé avec une autre personne qui s'appelle Jasmine Ossebi, je ne sais pas quelle est sa part, mais certainement oui, un scénographe. Mais depuis toujours, sa capacité de mettre en place des objets, c'est un récupérateur d'objets, c'est un recycleur, c'est quelqu'un qui sait trouver les objets qui sont des objets qui touchent chacun parmi nous. Mais on sent une lutte. Hein. Il y a tout de même cette lutte chez lui. Ces objets sont là comme pour nous dire, attention, ne m'oubliez pas, j'ai eu une vie sur cette terre, alors ne m'oubliez pas, parce que bien souvent, les gens partent et puis en dehors de leur famille proche, finalement, ils s'évanouissent, leurs souvenirs s'évanouissent. Et lui, il y a chez lui cette sorte de mélancolie. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu sa vie à ce Christian Boltanski, parce qu'elle est, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments difficiles de sa vie. On lit le livre, je crois, La Cache, qui est écrit par son neveu, le fils de Lig Boltanski, le sociologue. Oui. Si on croit à un tiers, à un quart qu'il raconte dans ce livre, on se demande comment il est resté normal. Puisque c'est quelqu'un, on ne va pas raconter maintenant le livre, mais il a pratiquement n'est pas sorti de chez lui avant 18 ans, son père était caché pendant la guerre chez eux, toute une folie quotidienne. Mais je pense que par rapport à ce que vous dites, je reviens à cette volonté de garder sa mémoire. Ce que vous avez ressenti, presque malgré lui, puisque une des phrases qu'il dit, j'aimerais effacer ma mémoire. En fait, sans doute inconsciemment, personne de nous ne peut le faire, mais je pense que la spécificité, entre guillemets, de Boltanski, que contrairement aux quantités très importantes des artistes qui travaillent non pas sur la mémoire, mais sur la commémoration, dans son cas, c'est une volonté sans cesse de montrer qu'on est tous pris par l'idée de la mémoire, mais que cette mémoire est jamais certaine et il faut, quand on parle de la mémoire, il faut parler aussi de l'oubli. Et quand il parle de la mort, il dit que chacun de nous meurt deux fois. Et la première fois quand il meurt physiquement, et la seconde fois quand on se rappelle plus de son visage. Et il dit voilà, ma grand-mère est morte la première fois. Pour le moment, elle vit encore parce que moi, mon frère, on se rappelle d'elle. Quand on sera mort, elle mourra pour la seconde fois. Oui, c'est l'aspect évanescent de la mémoire qu'il montre finalement à travers même ces paysages qui défilent, parce que les paysages qui défilent, finalement, quand on s'aperçoit ou on regarde le devant, eh ben on a oublié peut-être ce qui s'est déroulé derrière. J'étais très troublé par ces paysages qui défilent, effectivement, qui sont, comme je pensais, de l'Europe de l'Est. Et là, c'est ça, il l'a dit clairement, je veux dire, mais c'est ça, je veux dire, bon, je suis né en Pologne, donc je connais un peu ça, mais et c'est effectivement troublant, j'imagine que vous arriverez à ça aussi. Donc. Absolument. Alors, donc, vous disiez, c'est un homme, voilà, dont le passé, l'enfance a été difficile. D'ailleurs, lui-même le dit, il était un enfant à part. Semi-autiste. Un semi-autiste, j'allais dire, un peu retardé ou attardé, je ne sais pas quel est le terme exact. Personne ne se doutait qu'il avait ça en lui. Et puis, c'est son frère qui a été révélateur en lui cette capacité qu'il avait, parce que à un moment où il a dessiné d'ailleurs, il ne sait même plus s'il avait dessiné ou s'il avait sculpté. Son frère lui a fait un compliment, et à partir de là, il a su quelle était sa voix. Donc c'est vraiment un homme qui a vécu quelque chose d'assez particulier. Dans cette expo, il y a une grande présence de noir et de blanc. Tout à l'heure, je parlais de jeux de lumière, des jeux d'ombre. Il y a des pièces très éclairées, des pièces très sombres. Est-ce que ce noir et blanc, ça signifie quelque chose ? Vous avez tout à fait raison. Pour vous dire la vérité, j'ai tellement l'habitude de voir Boltanski que j'ai pas pensé à ça. Je l'avoue tout bêtement, mais je pense qu'effectivement, ça permet, je pense que les noirs et les blancs permet quelque part de créer les gris.
puisque, si vous voulez, quand vous mettez le noir et blanc, c'est vraiment le contraste, c'est oui et non. Je pense que le plus souvent, ce qui montre Boltanski, ça se situe plutôt dans les zones de gris, ça veut dire les choses qui sont incertaines, puisque la mémoire qu'il traite, c'est une mémoire où on sait qu'elle est peut-être vraie, elle est peut-être fausse. Il dit une chose extraordinaire, parce qu'il se répète, mais il se répète de façon extraordinaire, parce que chaque fois il y a un petit truc, il dit voilà, une des œuvres qu'il a fait, ça s'appelle le Suisse mort. Le Suisse mort, c'est une énorme reliquaire fait avec des boîtes, les fameuses boîtes à métal que vous avez mentionnées, sur lesquelles il y a des photos, une quantité de photos qui sont des photos prises des journaux suisses, qui sont les notices de mort, je veux dire. C'est ça, des portraits, des petits portraits. Sauf qu'il a dit voilà, vous me parlez de vérité. Moi, il y a un moment, j'ai ajouté quelques photos qui sont des gens vivants. Donc, c'est faux. Mais en fait, c'est vrai. Parce que quelques années après, ils mourront. Donc, ça reviendra encore une fois vrai. Je veux dire. Donc, il y a une sorte de terrible lucidité. Et je dirais, à la fois jouissance, certainement, chaque artiste et chacun de nous se ment à lui-même quand il dit qu'il croit pas à la mémoire, mais c'est peut-être la personne qui exprime ça de la façon la plus lucide que j'ai pu rencontrer. C'est frappant de voir à côté Bacon, et cette exposition splendide aussi, mais quand je dis que l'exposition de Boltanski m'a bouleversé, chez Bacon, la peinture émerveilleuse passe par le pathos, tandis que chez Boltanski, il n'y a pas de pathos. Non, et c'est ça que je disais, les gris, c'est ça. Oui, il y a une sorte de fatalité. Voilà, c'est ainsi. Et très ashkénaze. D'ailleurs, son lien avec le judaïsme est assez difficile à définir parce que, alors, on rappelle, son père était juif et sa mère était catholique. Et lui, il a un rapport assez, comme je le disais, difficile à définir. Est-ce que malgré tout dans ses œuvres il y a cette mémoire de la Shoah et du drame vécu par la communauté juive? Je pense que c'est inévitable. Si vous voulez, c'est une question que j'ai posée. J'ai eu la chance de la rencontrer une fois. Enfin, j'étais pas seul. Et cette question de la Shoah est bien sûr quelque chose inévitable à y poser la question, surtout quand on voit par exemple les tas de vêtements qui étaient par exemple présentés pendant les Monumenta à Paris et même ici à la fin. Et la réponse qu'il m'a donnée, je la trouvais splendide. Il a dit je ne suis pas quelqu'un qui travaille d'après la Shoah, ça veut dire, mais je suis un artiste après la Shoah. Et la réponse me semble extrêmement juste. Ça veut dire que je n'ai pas envie d'être catalogué comme quelqu'un comme ça, mais il est inévitable que tout artiste, encore plus quelqu'un qui a eu la vie de Boltanski, la vie impossible de Boltanski, comme on appelle, sera complètement sensible à ça. Et je pense qu'effectivement, le paysage qui se déroule quelque part, inévitablement, faut penser. Et je dirais passons ainsi, mais je crois qu'il y a chez Boltanski inévitablement des choses qui jouent là-dessus, volontairement ou non, probablement quand même volontairement. Quand on regarde les reliquaires avec les photos des enfants, etc., effectivement, lui, il refuse de considérer que ce sont des enfants qui ont mort pendant l'Holocauste. D'ailleurs, il fait exprès de temps en temps d'ajouter des photos plus contemporaines pour créer une ambiguïté. Donc, il y a une sorte de jeu presque pervers, mais très lucide avec ça. C'est un artiste. Oui, là, je vois quand même une certaine lutte aussi avec cet aspect-là. La Shoah est en filigrane et c'est inévitable, mais il ne veut pas. Mais finalement, ça le dépasse parce que quand on voit un train, le paysage qui passe, c'est depuis un train. Tous ces visages en noir et blanc. Départ arrivé, c'est quand même inhabituel pour une entrée de l'exposition. Alors, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il a parlé de Suisse. Le fait même que ce soit des personnes suisses, c'est un choix particulier. Là, il y a ça, il y a aussi le côté neutre politique, mais aussi neutre, ça veut dire on ne peut pas, puisque, si vous voulez, une des œuvres de Boltanski aussi, c'est mélanger des photos des assassins et des victimes.
Si vous voulez, il prend, il a pris d'un journal espagnol qui s'appelle Détective, il a pris une quantité de photos, les mis ensemble, et quand il a fait pour un Espagnol, c'était clair qui sont les victimes. Au bout de quelques années, quand on regarde, personne ne peut dire qui est l'assassin et la victime, et il a d'ailleurs une installation qu'il appelle Menschlich, humain, dans lequel il y a aussi ce mélange, où il dit, la seule chose que je peux dire, qu'ils ont tous un côté humain. Assassin ou victime. Je pense que... Il y a une volonté chez lui aussi d'universalisme. Quand vous parlez des Suisses neutres, c'est les Suisses sont un peu le modèle sans qui peut représenter l'être humain en général. Hein. Oui. Il y a cet aspect-là. Je pense si vous voulez, je pense qu'il y a une merveilleuse phrase d'Annie Ernaux dans le livre Les années. Il dit: une vie, c'est une expérience unique, mais c'est d'abord un lien commun. Et je pense que, en fait, la puissance de Boltanski, et c'est pour ça, encore une fois, qu'il me bouleverse, il dit, il faut parler au village et au monde. Ça veut dire, il faut être capable, avec ses œuvres, donner à chacun le sentiment qu'il parle lui, tout en sachant, en fait, qu'il s'agit de quelque chose de tout à fait universel. Vous avez parlé de la vie de Boltanski, je pense qu'on va terminer. Ouais. Et il fait partie des gens des années 60, ce qu'on appelait la mythologie quotidienne. Mythologie quotidienne, ça veut dire utiliser des objets, des concepts qui sont à la fois extrêmement intimes et extrêmement universels. Il est un des rares artistes, avec Annette Messager, qui arrive à ce grand écart entre quelque chose qui nous touche de façon intime, tout en ouvrant sur l'universel. Yitzhak Goldberg, vous êtes professeur d'histoire de l'art. Est-ce que vous étiez, mais vous avez quand même gardé. Oui, je pense. Est-ce que c'est ça la définition de l'art? Est-ce que c'est quelque chose qui parle finalement à l'ensemble, qui est issu d'un homme et qui parle à l'ensemble des hommes? Ça sera restrictif de ma part de dire ça. Pour moi, ça l'est certainement, mais c'est pas la seule définition, mais elle me semble plus juste et celle qui a choisi Boltanski. Celle qu'il a choisie, qui est celle, justement, de faire le plus universel. C'est ça. Et surtout à travers les moyens les plus réduits, si vous voulez. Il n'y a pas des effets de manche, il n'y a pas de lourdeur, il y a l'essentiel est dit. Alors, il y a quelque chose chez Boltanski. Alors, est-ce que vous êtes au courant de cette histoire qui est assez étonnante, et j'aurais voulu vous demander votre avis. Il y a un homme en Tasmanie qui le filme. Bien sûr. 24 heures sur 24. Il a vendu sa vie. Qu'est-ce que... Il est en viager, en fait. Il est en viager. Il est absolument... Son atelier est filmé. Oui, son atelier est filmé. Je veux dire, bon, c'est un geste. Là aussi, il y a une histoire de temps qui passe. Oui, tout à fait. C'est une obsession chez lui, le temps. C'est une obsession, tout à fait. La mémoire, si vous voulez. Lui, il dit que chacun de nous essaye de revivre l'enfant qui était dans lui. Et il cite une phrase de Cantor, Tadeusz Cantor, le scénographe, l'homme de théâtre, qui dit que chacun de nous porte un enfant mort dans nous. Ouais. Et effectivement, ce qui fait Boltanski avec cette fameuse histoire d'enregistrement, c'est une sorte une carte 1 à 1, une carte absolue, je veux dire. Ça veut dire chaque moment de sa vie est repris, mais il est évident que ça n'a pas de sens, c'est absurde. Par contre, je l'ai entendu il y a pas longtemps parler de ça, il dit que le seul moyen d'utiliser ces vidéos, ces enregistrements, c'est de les faire tourner et de dire arrête ici, oui. À une seconde, etc., etc. Oui. Il est évident que c'est une sorte de à la Borges, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une sorte de obsession, mais qui est absurde, là. Je veux dire, qui est une sorte de mise en absurde de cette obsession, justement, pour montrer que c'est impossible. Alors, du coup, je me pose la question de savoir quel est l'intérêt du milliardaire de Tasmanie qui lui a acheté ce droit de le filmer non-stop dans l'atelier. C'est un travail conceptuel. Ce n'est pas, si vous voulez, c'est comme d'autres œuvres conceptuelles qu'on achète pour le principe. Je veux dire, c'est comme certaines vidéos. L'intérêt, c'est jouer. Mais ceci étant dit, les millionnaires qui achètent ces droits, sa vie, c'est un joueur professionnel de carte et il a prévu que Boltanski va vivre seulement 8 ans. Ah bon? Mais il se trouve qu'il a perdu.
Il se trouve qu'il a perdu. Donc c'est un investissement pour lui. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le film, pour les admirateurs... 8 ans, on pourrait encore tenir. Oui. C'est ça. Mais on va le voir. Donc, donc il a perdu, les 8 ans sont passés, donc du coup, c'est de l'argent qu'il perd, là. Soyons clairs, c'est pas Boltanski, c'est l'atelier de Boltanski. C'est l'atelier, bien sûr. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est sa vie professionnelle. Et il suffit qu'il soit pas là. Ça va être un pure perte, quoi. Alors, tout de même, Boltanski raconte que au début, quand on le filmait dans son atelier, on le voyait monter les escaliers à une certaine vitesse, oui. Et puis les années passant, en vieillissant, il monte les escaliers. Voilà, donc il y a toujours cette idée du temps. Faire son temps, faut le comprendre comment, faire son temps. Je sais pas, faire son temps, je pensais, il a fait son temps, donc il peut partir. Oui, il y a l'aspect un peu négatif, bon stop. L'usine, la prison même, je veux dire, je pensais à ça, je veux dire, faire son temps, dégager, quoi. Oui, avoir payé son... Oui, c'est une façon extrêmement froide d'accepter cette idée. Mais c'est un petit peu ce que l'on ressent dans cette expo, dans cette œuvre au Centre Pompidou. Il y a quand même une certaine froideur, parce que vous disiez il n'y a pas de pathos, mais à l'inverse, c'est l'extrême inverse. J'ai le sentiment qu'il y a cette froideur du blanc, du noir, de l'anonymat des gens, de ces boîtes métalliques. Là aussi, c'est un objet, c'est une matière froide. C'est pour ça que je disais que c'est un peu dérangeant et un petit peu... enfin, c'est comme ça que je le ressens. On peut parler de froid, on peut parler de distanciation. Oui. Distanciation, il se trouve que Boltanski, il l'a dit, il a commencé aussi une période où il y avait les vagues de minimalisme. Ça veut dire effectivement réduire les émotions. Et il dit que le fait qu'il a commencé dans une période telle que le minimalisme a en quelque sorte, comme vous dites, refroidi son pathos. Mm-hmm. Et du coup, effectivement, on ressent effectivement quelque chose qui reste parce que les émotions passent, mais les émotions passent, je dirais, en litote. Quand on compare Bacon et lui, c'est les cris et les chuchotements. Voilà. Et puis cette distance et cette froideur, c'est peut-être aussi la preuve qu'il y a une incapacité pour lui de supporter peut-être le malheur qu'il a vécu ou la souffrance qu'il a vécue dans l'enfance. Prendre de la distance, prendre du champ, c'est aussi une manière de pouvoir vivre, de continuer à vivre, hein, cette fameuse résilience ou passer au-delà. Justement, est-ce qu'on peut définir son lien avec le judaïsme? Quand je disais qu'il est compliqué, je ne sais même pas si lui peut le définir. Ambiguïté. Ambiguïté, vraiment ambiguïté. Ça veut dire il les rejette pas, mais il en fait pas son passe en quelque sorte son beurre. Oui, non, il n'utilise pas ce judaïsme, mais à l'inverse, donc sa maman était corse, il n'a jamais été en Corse, donc est-ce qu'il est un artiste corse? Est-ce qu'il est un artiste juif ou un artiste corse? Il est ni artiste, écoutez, il n'est ni artiste corse ni artiste juif, il est certainement plus artiste juif que artiste corse, mais je pense que là, encore une fois, c'est cette capacité d'être ça et une autre chose. Je veux dire, en tout cas, il y a un signe religieux dans cette exposition, c'est le crucifix. Et ce n'est pas une Magen David. C'est un crucifix avec la mort du grand-père. Qu'on voit dans le tableau. Dans la série des scènes grotesques. Oui, possible. Oui, c'est ça. Écoutez, je ne m'appelle pas. Non, donc la preuve que ça n'a pas une importance... Pas vraiment, parce que, si vous voulez, là aussi, on est quand même dans un lieu commun. De toute façon, le crucifix, tout le monde l'a fait, je veux dire, pas une juive, pas ça. Bien sûr. Mais j'ai pas fait, excusez-moi, j'ai pas fait attention. Et oui, voilà, mais en tout cas, c'est très intéressant de savoir que vous ne l'avez pas remarqué. Ben oui, je passais à côté. Donc on disait, c'est une seule œuvre, hein, finalement, quand on arrive à cet étage, c'est l'étage Boltanski. Hein. Tout à fait. Hein, c'est ça, on est vraiment presque dans une matrice, presque dans un cocon ou le ventre de sa mère, finalement. On est pris et on est mené un peu comme l'on veut. Il y a un sens, il n'y a pas de sens. Non, je ne crois pas qu'il y ait un sens. Je ne crois pas qu'il y ait un sens, malgré le fait qu'il parle d'arrivée et départ. Je ne pense pas qu'il y ait un sens, puisque
la chronologie ne joue pas dedans, je veux dire. Bon, de toute façon, c'est logique dans la mesure où pour lui, la mémoire est quelque chose qui n'est pas certain. Il n'y a pas de raison que la mémoire propre de son travail ait une logique. Bon, après, nous, les historiens d'art, on est obsédés par ça, donc on les range par période. Oui. Mais a priori, effectivement, il peut très bien reprendre. Encore une fois, c'est quelqu'un qui recycle. C'est quelqu'un qui recycle, qui utilise les mêmes matériaux. Je pense que, si vous voulez, c'est pour ça que je dis que c'est un metteur en scène, parce qu'il n'y a pratiquement pas, peut-être, je m'appelle plus bien, mais a priori, pratiquement tous les matériaux qui sont utilisés à l'exposition, je les vis dans d'autres expositions, etc. Oui. Mais c'est la façon de mettre en scène. J'aime pas l'expression créer une atmosphère parce que ça veut tout et rien dire, mais quelque chose effectivement qui parle à nos sens à travers des techniques qui sont des techniques différentes. Il y a les transparences, il y a les écriteaux, il y a les mannequins avec les manteaux qui vous parlent, il y a les sonorités, effectivement. Vous avez parlé d'enregistrement, il y a les battements des cœurs qu'on voit à travers cette ampoule qui s'allume et s'éteint, qui est extrêmement touchant, je veux dire. Oui. Là, je trouve que ce n'est pas un pathos, mais c'est pire ou mieux que le pathos, puisque chacun de nous comprend ou ressent immédiatement, enfin moi au moins, je pense que chacun ressent ça. Elle ne laisse pas, indifférent. Non, avec le tout et le rien, la lumière, l'ombre. Enfin, on passe d'un aspect à sa contradiction totalement. Merci beaucoup Yitzhak Goldberg d'avoir été avec nous et nous avoir présenté cette expo qu'on va pouvoir découvrir jusqu'au 16 mars 2020 et c'est au Centre Pompidou, l'expo Boltanski Faire son temps. Merci. C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona.